Vous êtes sur la boîte vocale de Lux Noise, à la croisée de la lumière et du son. Laissez votre message. Partagé entre 3 capitales, Lisbonne, Londres et Paris, l'invité du jour a appris le théâtre, le chant, le mouvement, pour nous émouvoir, nous faire rire, nous faire peur. Pour Lux Noise, je suis parti à la rencontre de Carlos Balbino, ou Carlos Balbino à la française, un jeune artiste complet et généreux. Un talent fou et des rêves lucides plein la tête. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir non pas un, mais 2 invités, et une invitée, je dois dire. Alors je commence par les filles, ou l'heure dames. On accueille Anna Turcina, c'est bien cela, Anna? Oui, c'est ça. Bonjour. En russe, c'est Privet, quelque chose comme ça. Privet. Здравствуйте. Merci. Donc en fait, tu viens de Russie, et plus particulièrement de Sibérie. Je viens de la ville la plus grande en Sibérie, ça s'appelle Novosibirsk. On a presque 2 millions d'habitants, c'est presque le même temps que Paris, et c'est quand même très très différent. D'ailleurs, beaucoup de gens confondent la région et le pays, non? Pas beaucoup, mais ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Sibérie. Sibérie. C'est pas un pays, c'est une région très très vaste. On a beaucoup de peuples aussi. En fait, les Russes ont envahi la Sibérie assez récemment. Il y a beaucoup d'autres peuples là présents qu'on ne connaît peut-être pas, qui sont un peu proches de la Mongolie, les Asiatiques en fait, des Yakutis. Il y a plein des endroits. Donc c'est très très riche culturel. Ouais, c'est un endroit très particulier, mais ça fait quand même la partie de la Russie. Voilà. Tu as fait un tantinet froid quand même, non, en ce moment? En ce moment, ouais, c'est froid. Mais bon, en fait, pour moi, personnellement, j'habite sur Paris depuis 3 ans. Et je trouve que l'hiver ici est un peu plus dur pour moi au niveau... Parce qu'en fait, en Russie, les bâtiments sont très très bien chauffés. Quand tu rentres à l'intérieur, tu peux marcher pieds nus, tu mets tes pyjamas, t'es vraiment en confort. Quand ici, on a toujours un peu froid. Même à l'intérieur, c'est pas très bien chauffé. Et c'est beaucoup plus humide. Donc ça rentre vraiment, le froid rentre vraiment dedans. Chez nous, parfois il fait moins 40, il fait vraiment froid, mais c'est sec. C'est sec, c'est sec ça doit faire la différence. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est différent. J'allais croire le contraire. Je pensais que pour toi ici, ce serait toujours l'été. Mais pas du tout. C'est l'humidité en fait. C'est l'humidité, c'est lourd, c'est gris. Parce que quand t'as la neige qui brille sous le soleil, c'est magnifique, c'est très joyeux. Ici, l'atmosphère est différente en hiver. Ben voilà, une toute première carte postale. Alors Anna, toi tu es artiste plasticienne, tu vis à Paris depuis à peu près 3 ans, c'est cela? Et surtout, aujourd'hui on est là pour parler de ton parcours, de ta vie aussi en tant que nouvelle parisienne, et pour parler aussi de Carlos Balbino ou Carlos Balbino. Bonjour. Bonjour, bon dia. Здравствуйте. On est de plus en plus multilingues ici, dis donc, ouais. Tous polyglottes à Lux Noise. Tiens Carlos, on va aussi retracer un petit peu ton parcours si tu le veux bien, hein, parce que tu as un parcours quand même déjà assez fourni pour ton âge. C'est pas mal. Oui, donc je suis né au Portugal, j'ai grandi au Portugal, j'ai commencé des études en théâtre à l'âge de 16 ans, toujours au Portugal, et après d'avoir terminé mes premières études, j'ai décidé de partir à l'étranger. Et donc maintenant, ça fait 9 ans que je suis à l'étranger. Et te voilà à Paris. Voilà, exactement. Depuis à peu près la même époque, non? Exactement, à peu près la même chose. Donc tu es metteur en scène, mais surtout comédien, c'est cet aspect-là qu'on va revisiter entre autres. Parce que tu as quand même plusieurs casquettes, comme on dit. Alors Carlos, toi tu es on peut dire un voyageur dans l'âme en quelque sorte. Tu viens de Cascais, une banlieue plutôt aisée de Lisbonne. C'est vrai. Et tu débarques à Paris maintenant, ça fait 3 ans, et je crois savoir ton grand-père déjà, il avait travaillé ici en France. Est-ce que ça a été un lien logique? Il y a mon grand-père qui est venu dans la première vague d'immigration dans les années 60. Il est arrivé en France, il a même travaillé un peu en Suisse après. J'ai grandi un peu avec cet idéal de partir à l'étranger, faire un peu sa fortune et revenir.
Donc, est-ce que ça m'a inspiré? Peut-être passivement, inconsciemment. Oui, je dirais oui, mais sinon la langue française par exemple, c'est pas un truc que j'avais étudié, c'est un truc que dont Tu j'ai l'as été apprise confronté ici. Directement, je l'ai appris ici en C'est travaillant. fou, hein, tu as fait de grands efforts en 3 ans, c'est quand même énorme. Hein. Ça va, on m'a expliqué un peu les trucs d'apprendre des langues quand j'étais à l'école. On m'a expliqué que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est déjà de maîtriser la sienne. Et j'avoue que j'ai toujours eu une grande passion pour la langue portugaise. Du coup, après, je me suis lancé dans l'anglais, que j'ai terminé pour faire des études en Angleterre plus tard. Mais donc, pour arriver en France, il y avait déjà quelques notions de construction phrasique que je maîtrisais déjà en portugais. Et ça m'a facilité à remplir les caisses. Et justement, Carlos, en tant que comédien, tu as dû travailler aussi sur la courbe sonore, la musicalité d'une langue comme le français, l'anglais. Donc ça peut t'aider aussi, non? De comprendre les sons, comment on finit les phrases en français, comment, voilà, les intonations, tout ça, ça doit être sympa et un avantage pour vous, les comédiens. Oui, après, j'ai pas eu de cours de diction ici à Paris. Donc, si on peut, l'école de la vie, des gens, d'autres comédiens, d'autres camarades que je rencontre qui m'aident beaucoup, qui me corrigent dans des soirées, même dans des projets. Mais vu que maintenant, je prends un peu plus la place de metteur en scène, disons que l'exigence au niveau de la diction est moins sévère que quand j'étais par exemple en Angleterre. Du coup, naturellement, je développe un peu ça, mais c'est un travail constant en fait. D'écoute, voilà. Tu as étudié le théâtre chez toi, au Teatro Experimental Cascais, connu comme le TEC, notamment avec un certain Carlos Avilés, un grand monsieur du théâtre au Portugal, qui a travaillé d'ailleurs en France, hein, tu dois le savoir, avec Peter Brook. Quel souvenir de ce passage et cette formation par le TEC? Le théâtre expérimental de Cascais, c'est une compagnie qui a été fondée dans les années 60, qui avait pour lieu, comme but, elle voulait importer des textes révolutionnaires engagés dans un moment de dictature. Donc c'est une compagnie qui a après créé une école que j'ai terminé par passer. Et c'est toujours un théâtre très politique, très engagé, avec un avis sur la société très précis, très concis. Et donc du coup, ça a développé un peu le côté artiste et la responsabilité que les artistes ont envers la société. Qu'est-ce que nous faisons ici? Comment on peut changer la société? Est-ce qu'à travers un spectacle, on pourrait inspirer les gens à développer une voix personnelle, artistiquement et aussi politiquement? Donc c'est ça le grand leçon de cette école. Après, Carlos Avilés, c'est un monsieur qui est fascinant parce qu'il a croisé tout le genre de monde. Il a travaillé un peu avec... il a vu les travaux d'Aliane Mouchkine que je revois ici au Théâtre Soleil. Il a travaillé avec Peter Brook, comme tu as bien dit. Donc c'est un monsieur que dans une structure, dans une communauté théâtrale portugaise assez enfermée, c'est quelqu'un qui a quand même réussi à sortir, à aller à l'étranger, à chercher des choses, des vagues de Grotowski, d'autres grands metteurs en scène, pour essayer de changer le théâtre en Portugal. Donc c'est une personne incontournable du théâtre national, qui est toujours vivant, il fait toujours des spectacles. Là, il vient de célébrer 50 ans de compagnie. Énorme. Ouais. Puis il a dirigé aussi des théâtres nationaux, des grandes salles. Oui, oui, exactement. Très bien. Et après le TEC, tu décides de partir vers la grande capitale, Londres, et tu semblais déjà fasciné par la ville, l'apprentissage du théâtre là-bas. Comment ça s'est fait, ce déclic et l'initiative de partir là-bas? J'ai appris l'anglais depuis l'âge de 13 ans. J'étais le meilleur élève de mon école de théâtre. Donc, pour partir en Angleterre, pourquoi j'ai parti en Angleterre? J'ai parti en Angleterre parce que j'avais un choix très intéressant, que c'était de faire l'école
supérieur de cinéma et théâtre à Lisbonne, Almada, en fait, c'est le conservatoire de Lisbonne. Mais j'ai voulu partir à l'étranger. L'anglais, c'était une langue que je commençais à maîtriser pas mal. Et j'ai décidé pourquoi pas m'aventurer à l'étranger complètement, changer complètement d'avis, de Et là, tu type avais de quel âge? théâtre. Donc là, j'avais 19 ans. 19 ans. Donc à l'âge de 19 ans, j'ai décidé de partir en Angleterre. Je n'ai pas entré tout de suite dans le conservatoire. J'ai passé une année à faire du théâtre, du spectacle vivant, des cours plutôt généraux. Donc je faisais du théâtre musical, je faisais du management, des trucs qui m'ont aidé vachement plus tard à avoir un overview, si tu veux, sur l'industrie. Pendant cette année, j'ai pu faire des auditions et j'ai été accepté finalement dans une école East 15 à Londres, une école où j'ai terminé pour faire le diplôme en théâtre contemporain. Voilà. En ayant fait cette école, dans la deuxième année, j'ai trouvé des super professeurs, des super metteurs en scène qui venaient diriger les gens ponctuellement, qui venaient justement d'une école qui est fondée à Paris. C'est l'école de Jacques Lecoq. C'est quoi? L'école internationale de théâtre de Jacques Lecoq. Très complexe. C'est une école de théâtre de mouvement et d'improvisation. Nous travaillons sur l'articulation du mouvement qui permettait une analyse de la dramaturgie scénique. C'est ce qui nous permet... L'équilibre aussi, non? Exactement. Comment on arrive à rester en équilibre, hein, malgré les... Et dis-moi, est-ce que c'est grâce ou à cause, il faut voir après les perspectives, à cette compagnie de Jacques Lecoq, à l'école internationale, que tu fais la mutation, tu décides de venir à Paris? Exactement. Il y a toujours cette peur de n'importe quel diplôme qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait après l'école? Et je crois que ma plus grande peur, c'était d'être un artiste formé et de penser que j'avais pas la capacité pour pouvoir développer quoi que ce soit au niveau personnel, que j'allais être toujours dépendant des agents de casting, des agences et des trucs comme ça. Du coup, j'ai cherché cette formation justement sur le mouvement et l'improvisation qui permettait à l'artiste, au-delà de faire de la comédie, de jouer dans son propre spectacle, de le créer aussi, à partir d'un tableau, à partir d'une tasse de thé, à partir d'une table, d'une conversation, d'une couleur, d'un souvenir, de créer tout un texte, toute une mise en scène à partir de quelque chose, au lieu d'être en dette par rapport à un texte qui a déjà été écrit et la plupart du temps joué par un grand comédien. Donc ça c'est très... ça peut faire peur. Donc je viens à Paris pour ça. Alors c'est marrant parce qu'après ta première année passée à l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq, comme dirait le poète en portugais, o sonho comanda a vida, donc le rêve commande la vie, tu as suivi tes rêves, ton rêve, et tu as monté justement un beau projet, ta compagnie qui s'appelle justement la Compagnie des rêves lucides. Déjà, merci beaucoup pour l'éloge, le beau projet. C'est pas encore beau et ambitieux, et avec un très joli nom d'ailleurs. Merci. Les rêves lucides, la compagnie des rêves lucides. Justement, ce qui peut paraître paradoxal pour le commun des mortels, mais les rêves lucides, ça t'est venu comment ça? Les rêves lucides, il y a deux... Les rêves, c'est un thème fascinant parce qu'il y a deux approches différentes. Il y a l'approche scientifique, qu'est-ce que sont les rêves au niveau du système neurologique, comment ça influence la psychologie, tout ça. Et il y a le côté poétique, mystique, romantique, du côté romantique des rêves, qui c'est les gens ils mélangent bien les rêves avec leurs objectifs. Ils disent mon rêve c'est un peu son objectif, c'est ce qu'ils souhaitent devenir. Et j'ai voulu faire un peu les deux. Les rêves lucides, c'est un terme scientifique dont les patients, les gens en études peuvent carrément contrôler leurs rêves, alors que si nous sommes à la merci de nos rêves, une personne normale,
Eux, par contre, ils peuvent carrément contrôler leurs rêves, ils ont pleine conscience qu'ils rêvent, ils peuvent décider de construire des scénarios, de déconstruire, faire apparaître des gens, avoir des sensations, avoir des situations qu'ils ne peuvent pas avoir en vie réelle. Et en se réveillant, ils s'en souviennent très bien de ce qu'ils ont vécu, et voilà, ils gardent ça pour eux. Ça peut être très fantasy. Et je crois que la vie, c'est un peu comme ça. Des fois, nous sommes obstrués par les petits obstacles que nous trouvons dans le chemin. Nous avons peur de nous lancer sur ce que nous voulons vraiment développer. Et les rêves lucides, pour moi, c'est les deux. Est-ce qu'on peut amener ce rêve lucide en vie, en réel? Donc c'est une compagnie où je vais essayer de mettre tous mes rêves, tous mes objectifs et faire développer un théâtre osé, sans peur, tout en exploitant plusieurs moyens de communication et en me développant aussi en tant qu'artiste. Super. En collaborant avec des gens super intéressants. Et c'est dans ce beau projet que tu as emmené Anna? Oui, c'est peut-être la chose la plus importante de cette vie. Et comme tu disais, le rêve commande la vie. Et Anna, elle s'encadre très bien dans ma vie, justement, parce que c'est un peu l'inverse. Elle s'adapte un peu à ma vision. C'est très égocentrique de dire ça, mais c'est un peu la réalité. Elle cherche à développer un peu les arts plastiques maintenant, parce qu'à la base, elle a fait un diplôme en linguistique. Mais c'est vrai qu'on essaye de trouver une collaboration, parce que ce que je fais est très proche de ce que je suis et avec qui je suis en contact. Du coup, elle a dû aussi s'adapter un peu à ce style de vie, et moi au sien aussi. Et c'est comme ça qu'on fait un partage très intéressant. Donc, elle a commencé. Parce que Anna, tu es cofondatrice de ce projet, de cette compagnie. Tout à fait. Après, moi, je dirais pas que c'est qu'une question d'adaptation. Oui. Adaptation, en fait, c'est plus complexe que ça. Pourquoi j'adapte à la vie de Carlos, que j'adapte à lui, mais en fait, c'est parce que je suis un peu plus jeune, j'ai un parcours un peu différent. Et en fait, moi, je cherche un peu la même chose que lui. Et lui, son projet avec les rêves lucides, ça m'aidait un peu à trouver peut-être une voie que je cherchais déjà. Moi, donc on l'a dit que je faisais linguistique anglaise, j'ai un bac plus 4 que je fais attendre aussi en linguistique anglaise. C'est très passionnant, c'était très intéressant, mais quand j'ai fini ce diplôme, j'ai compris que je ne sais pas quoi faire avec. C'est pas vraiment ma voie, je veux faire quelque chose de plus artistique. Je faisais toujours du dessin, de la peinture un petit peu, mais jamais professionnel, jamais j'ai eu le temps de m'investir vraiment. Et là, avec Carlos, avec son théâtre, j'ai commencé à chercher ma propre façon de m'exprimer. Et j'adore en fait qu'on a cette compagnie où on peut mélanger en fait les deux choses. Le côté plastique visuel et le théâtre, ce qui est mouvement, ce qui est personnalité, toutes ces choses-là. Pour l'instant, je suis toujours étudiante, donc je ne participe pas énormément. Je n'ai pas encore des projets précis pour développer, mais j'ai déjà des idées, j'ai déjà la plein de choses que je voudrais faire avec. Anna, tu as, si tu me permets une petite parenthèse, tu as aussi d'autres cordes à ton arc. Hein. Tu as aussi monté un beau projet, c'est les Cheeky Monkeys, c'est des singes coquins, n'est-ce pas en anglais? Singes coquins. Oui, déjà, j'étais pas toute seule non plus. On était avec Carlos aussi. C'est un projet qu'on fait pour les enfants, c'est pour faire les goûters d'anniversaire. C'est plutôt pratique. Mais ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est qu'on garde toujours le côté artistique, qu'on a une approche très personnelle pour les enfants, pour animer leur anniversaire, pour que ce soit quelque chose de toujours individuel. Donc c'est un peu, vous êtes tous les deux impliqués dans ce projet aussi, Carlos? Donc c'est pour les gens qui ont des événements, des anniversaires pour leurs enfants, ils peuvent vous contacter, c'est ça? Voilà, exactement. Et on veut aussi développer, faire des spectacles de théâtre. Voilà, pour les enfants. L'idée, c'est de ne pas mélanger le théâtre d'adulte, c'est-à-dire la compagnie un peu plus contemporaine, plus osée, où on peut avoir un peu plus des thèmes complexes pour un enfant.
mais de créer aussi justement cette compagnie pour qu'on puisse garder ce contact très impulsif, très naturel des enfants. C'est de là qu'on trouve un peu la force pour continuer à faire des choses. Et Donc, l'idée, c'est aussi de les faire participer, c'est ça? Exactement, les ouais. enfants? Ouais. Donc, soit de faire des spectacles pour les enfants, là on Des veut vraiment ateliers. des ateliers. Le résultat, ça sont un petit spectacle. Parce qu'il y en a des agences, d'ailleurs on travaille pour une agence tous les deux, Alpha Baby, c'est une agence qui fait des goûters d'anniversaire, et on a une troisième personne qui est avec nous dans ce projet Cheeky Monkeys, c'est Jennifer, et Jennifer elle a plus d'expérience dans ce domaine que nous, mais tous les trois on est dans le milieu du théâtre d'une certaine façon. Anna avec la scénographie et les arts plastiques, moi en tant que metteur en scène auteur, et Kali aussi en auteur et comédienne. Et du coup, on s'est mis les trois ensemble pour vouloir faire ces goûters d'anniversaire et cette compagnie de théâtre, mais carrément avec un regard artistique. Pour que les enfants, les parents qui ne sentent pas qu'on est juste des gens qui viennent faire un job et faire des événements, mais carrément d'ouvrir les portes à un monde merveilleux. Ça vient un peu du site idéal de spectacle d'enfants quand on était petits et qui nous ont vachement marqué. Et on a gardé cet idéal de fantaisie, magie. Quel est le premier spectacle dont on se souvient? C'est une très belle question. Et si ça peut être nous, c'est si gratifiant que d'être aussi une belle compagnie de théâtre contemporain. Et vous allez peut-être susciter des vocations chez les bambins. Peut-être que bientôt ça va être la relève. Ouais, c'est intéressant. Tiens, en restant dans le domaine onirique, parlez-moi un petit peu, si vous voulez bien, de l'architecte des rêves. Alors, ce neurologue russe qui veut soigner entre autres maladies, il veut soigner le bégaiement. Ça, c'est curieux. Exactement. La Russie est un pays avec des gens très spécialisés dans des domaines scientifiques, littérature, tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas un niveau de vie qui leur montre leur prestige. Donc on peut être très bien médecin, mais pas être si bien payé que ça. Et c'est un peu ce conflit que je voulais développer. Donc là, une histoire d'un neuropsychologue c'est quand même très spécifique au niveau des études qu'il a fait. Nous, on a un neuropsychologue qui veut trouver le remède au bégaiement. Donc là, mais qui habite en Sibérie. C'est ça son conflit. Donc c'est quelqu'un qui travaille en pratique, il travaille comme psychologue. C'est quelqu'un qui vient écouter des gens qui s'ennuient et tout ça, mais qui en fait, il veut changer le monde parce qu'il a étudié pour ça, il est ambitieux. Et à travers ce projet de trouver le remède au bégaiement, il trouve qu'il peut peut-être soigner pas mal de maladies neurologiques, comme Parkinson, Alzheimer et d'autres. Donc il se lance dans ce projet en secret, avec sa patiente en secret, avec un financement secret. Et le crowdfunding. Exactement. Tout ça pour achever quelque chose qui très 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 haut pour lui, très très ambitieuse. Et au milieu du spectacle, de cette histoire, pour comprendre mieux ce qui se passe au niveau des rêves, en manipulant ses rêves lucides justement, il essaye de devenir un rêveur lucide lui-même, en prenant des pilules, en essayant de soi-même se traiter. Il arrive à manipuler quelques de ses rêves jusqu'au moment que ça commence à déborder et ça devient presque un cauchemar. C'est dingue que tu en parles comme ça, parce que j'ai revu récemment pour la deuxième fois le film Inception. Très bien. Et du grande inspiration. Et du coup, ça me permet d'imaginer un parallèle, rentrer dans les rêves comme ça. C'est exactement ça. Il y a ce côté de notre compagnie, tant que j'ai écrit. Là, c'était notre premier projet, mais il y a un but au niveau du message très, très épique, des valeurs universelles comme la fierté,
l'honneur et des choses comme ça, mais il y a aussi un côté extrêmement contemporain. Donc là, on parle de la Sibérie moderne, pendant les constructions, la préparation des Jeux Olympiques, mais il y a aussi ce côté classique qui peut nous amener à Tchekhov. Et justement, Inception, c'est une grande inspiration pour moi. C'est eux les premiers qui ont vraiment ouvert le champ des rêves dans la façon on peut l'apercevoir aujourd'hui. Christopher Nolan, je crois qu'il a ouvert des portes à pas mal de monde. Parce que, à part les scientifiques, je me demande combien de personnes savent le pouvoir des rêves. D'ailleurs, pour ma part, j'avoue que je l'ai vu 2 fois et je reste toujours sur ma faim, parce que c'est le genre de film, à mon avis, tu vois, oui, il faut absolument le... il a bien fait, tellement complexe. Ouais, exactement. Tiens, on est à Paris, dans le cœur même de la ville, et j'ai l'impression que de plus en plus c'est ça, ce qui est magique, c'est Carrefour à tout niveau. Anna, Carlos, Cascais, Sibérie, à Paris, ouais. Et une place importante aussi dans vos vies, dans ta vie, Carlos aussi, et surtout, c'est la musique et la curiosité que tu as pour les autres, la langue, en l'occurrence le russe. Comment t'es arrivé à cette langue? Et même, il y a eu un passage dans ta vie où tu t'es lancé dans les chants polyphoniques. Les chants polyphoniques. Là, tu as plusieurs questions dans une. Je vais répondre déjà à la première, la langue. La réalité, je me bats toujours, parce que la réalité, ce n'est qu'une question de perception. Et on trouve avec le temps que la vérité n'existe pas, puisqu'elle est subjective. Puisque, par exemple, quand Anna était... Tu veux raconter ton épisode quand tu étais aux États-Unis, tu faisais un cours d'histoire où il t'a appris que les Américains, ils avaient gagné la guerre. À l'âge de 15 ans, j'ai fait une année d'échange aux États-Unis. Et donc, je suis allée au lycée, je suis tous les cours, et on a eu le cours d'histoire, justement. On a étudié la Seconde Guerre mondiale, et quand on dit voilà, que c'est nous qui avons gagné la guerre. Les Américains, c'est-à-dire, ouais. Voilà, c'est le professeur, tu vois, j'étais choquée. Parce que ce qu'elle avait appris à l'école, justement, c'est que c'est les Russes qui ont gagné la guerre. Ouais, avec l'aide les autres pays, mais c'est quand même nous. Et ça ouvre un débat curieux sur un truc qui devait pas être en débat, parce que l'histoire est déjà passée, c'est ce que c'est. Bien sûr. Donc la vérité, ce n'est qu'un point de vue. Et tu t'es intéressé aux Russes par les liens du cœur ou du théâtre? Les deux. Plusieurs choses. J'ai la honte de ne pas connaître quelque chose. Si quelqu'un me dit t'es déjà allé en Thaïlande, tu connais ça, tu regardes ce monument, et quelqu'un est capable de le dire avant moi, je me sens un peu vexé, le fait que je ne sais pas ce que c'est le Taj Mahal, je ne sais pas ce que c'est, et ce genre de truc me pousse à être un peu plus curieux. Voilà. Et du coup, j'essaye de répondre à toutes les questions. En étant avec Anna, justement, elle me parlait de la Russie, elle me parlait de Tolstoï, Dostoïevski, des gens qui sont morts depuis 120 ans, quoi. Et 100 ans au moins. Et, ça dépend. Ouais, ça dépend. Et comment moi, qui arrivais tellement tard, je connais pas encore Pouchkine. Donc le fait de ne pas savoir quelque chose me pousse un peu à découvrir en tant que conteur, en tant que quelqu'un qui partage des histoires. Je sens l'obligation de partager et de connaître des choses. Toujours dans ce modèle de vérité, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On peut pas savoir qu'est-ce qu'un Russe il sent quand il gagne la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est les Alliés, est-ce que c'est les Américains, parce que c'est vraiment que le groupe qui sont arrivés à la fin, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas comprendre, mais justement en écoutant des chansons traditionnelles, du chant folklorique, on n'a pas besoin de tout comprendre. Il y a une question d'identité qui est plus forte que les idéaux, que l'histoire. C'est juste on l'écoute et c'est ce que c'est.
Et c'est Paco de Lucia, le grand joueur de guitare flamenco, qui disait la musique russe classique, elle est si riche parce que justement son folklore est riche. Et c'est ça qui enrichit un pays, c'est ça qui enrichit une culture. Alors, le chant polyphonique, c'était grâce à un prof que j'ai eu en Angleterre, un professeur polonais, qui faisait du théâtre physique, tout en mélangeant avec le chant polyphonique. J'ai vu des très beaux spectacles par sa compagnie d'ailleurs, qui m'ont vachement inspiré comment est-ce que justement cette question de la vérité, avec la musique, on peut transposer ce qui est vrai, les points de vue. Soit ça te fait des frissons, soit ça te fait pas. Et c'était des chants purement, où il y avait de l'accompagnement musical? C'était des chants polonais justement, a cappella, sans instrument. Je crois que j'ai vu un spectacle avec un instrument, juste une espèce d'accordion à côté, où 4 voix apparaissent du noir et se mélangent dans quelque chose de très très beau, très touchant. À 4 voix, 5 voix, 6 voix, on peut faire des chants incroyables. Et tout ça dans une langue. Et comment t'es venu de l'idée de chanter? T'avais déjà chanté avant? Oui, j'ai toujours chanté. Freddie Mercury, c'est une la grande bouche idole. ou sur scène? Sur scène aussi, parce qu'en passant en Angleterre, vu qu'ils ont une grande industrie de théâtre musical, on apprend tous à danser un petit peu, à bouger, voilà, et à chanter. Ceux qui veulent vraiment, ils s'y mettent à fond. Ceux qui veulent pas, au moins, ils ont développé quelques chants. C'est très normal d'avoir une pièce, un spectacle où ça passe dans le chant un petit peu, et après ça revient au théâtre classique, voilà. Donc j'ai toujours chanté, j'ai eu un peu de formation, je suis pas chanteur, mais je sais chanter, voilà. Et du coup, l'idée de te joindre à d'autres pour faire des chants polyphoniques russes cette fois, oui. Ça s'est fait comment? C'est avec des Russes natifs ou pas du tout? Bah non, c'était avec les comédiens de la troupe, donc la plupart c'est des Français. Et il y a une fille qui est suisse, et en passant par une sélection de chansons russes, j'ai pu apprendre les mélodies à chaque comédien. On a fait des répétitions et on a chanté un peu comme la chorale, quoi. On a fait ça à part avant la mise en scène. Après, on a commencé à travailler sur la mise en scène et à intégrer les chants dans le mouvement et dans l'histoire qu'on voulait raconter. Voilà. Il y a quelques vidéos qui circulent encore sur Internet, donc pour les curieux, s'ils veulent voir. Alors, il y a autre chose que je voulais aussi évoquer avec toi, Carlos, c'est les affreux. Les affreux. Alors, les c'est un affreux. projet affreux. Ça. Tout à l'heure, on parlait des enfants avec toi, Anna, et vous deux, les Cheeky Monkeys. Maintenant, on n'est pas dans les singes coquins, mais on est quand même dans une sorte de création de projet qui fait peur, c'est toi, donc des maisons hantées, éphémères, des événements monstrueux et terribles. Qu'est-ce que c'est que ces affreux? Les Affreux, c'est un groupe, c'est une compagnie de théâtre, spectacle vivant, où on fait des spectacles d'horreur. Donc, si tu vois les jeux de vidéo où on peut tuer des zombies et tout ça, c'est ce qu'on essaie de recréer. On fait des petits parcours, on fait des expériences où les gens arrivent en groupe ou tout seuls. Ils passent par le parcours en rencontrant des personnages bizarres, des monstres, des morts vivants, des vampires, des personnages affreux qui vont leur faire vivre une expérience intense. Donc c'est très basé sur la peur, sur la réaction directe avec le public et très personnalisé aussi. Parce que c'est un groupe, c'est une personne, donc on peut vraiment regarder dans les yeux de la personne et retrouver ses peurs à travers leurs réactions. Voilà. Et justement, entre faire rire et faire peur, qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir? Le moment de connexion, les moments de complicité. Si on rit et tout le monde rit avec nous, c'est une expérience très agréable. Mais si les gens ont peur avec nous, toujours sans entrer dans la panique, dans le désespoir, c'est aussi très agréable. Je préfère personnellement rire. Je crois que c'est plus joyeux. Et je crois qu'au niveau de l'expérience personnelle, c'est moins de pression aussi. Mais il y a des gens qui cherchent justement tester ses limites au niveau de la peur.
Alors, il y a un lieu qui commence à devenir incontournable dans la capitale, dans la peur, dans l'horreur, c'est le manoir de Paris. Le manoir de Paris. Et il y a une petite connexion encore là. Oui. Le manoir de Paris, c'est notre école, il faut le dire comme ça. C'est une super maison hantée à Gare de l'Est qui tient 3 étages de parcours avec 30, 40 monstres à l'intérieur. C'est vraiment la cathédrale des maisons hantées en France. C'est une compagnie américaine qui est là depuis 4 ans, justement depuis mon arrivée en France, et qui a voulu ouvrir cette expérience qui n'existait pas encore en France. J'ai fait partie d'un des premières vagues de comédiens, et je suis revenu après un peu plus tard, et c'est là que je me formais en tant que comédien d'horreur, si tu veux. Et tu as un personnage attitré? Tu joues un... J'ai quelques personnages. Je suis assez confortable avec le clown diabolique, si tu vois le film Ça, justement parce que j'aime bien rire, et j'aime bien le rire hors contrôle, le rire hypnotique qui devient faux, qui devient chaotique. Et donc tout ce que c'est Freddy Krueger, parce qu'il riait beaucoup aussi lui. Donc j'aime bien ce genre de personnage. En ce moment je joue avec les affreux. Juste pour dire que tous les affreux, ils ont passé par cette maison hantée. Donc après, en sortant de ce manoir, dont les conditions de travail n'étaient pas les meilleures, on a décidé de créer ce groupe à nous, itinéraire. Parce que le manoir, il est un peu centré à Gare de l'Est, ils ne peuvent pas vraiment bouger. Alors que nous, justement, nous avons cette opportunité. Et vous allez dans les rues de Paris aussi? Nous allons faire des flash mobs, justement, exactement. On a fait des grandes soirées avec des grands budgets à la Cité de la Mode. Là, nous avons une commande pour l'été à faire le jeu. On va transformer une crèche, une école primaire en maison hantée au Jura. Donc pendant une journée, on va transformer tout ça et voilà. Donc on est un peu itinérant et voilà, c'est ça. Super projet encore. Personnellement, Cascais, une ville côtière portugaise, banlieue chic de Lisbonne, on l'a dit. Quel contraste tu mettrais en avant par rapport à Paris? Les gens à Cascais grandissent ensemble et en appartenant à un groupe d'amis, ils savent très bien qui ils sont et qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est une communauté. Et la bonne question de quelques gens, c'est quelle est la différence entre un réseau et une communauté? Ben justement, à Paris, c'est plutôt un réseau où les gens, ils n'ont pas un engagement avec l'avenir, où les gens, ils s'engagent dans des projets, dans des amitiés qui, le jour que ça ne marche plus, ça ne marche plus, et c'est comme ça. Alors qu'à Cascais, il y a toujours une réputation qui nous suit, qui nous amène quelque part, qui nous forme. J'ai passé par 3 écoles à Cascais. J'ai passé par des écoles catholiques, 2 écoles catholiques, et finalement l'école de théâtre. Quand j'ai arrivé à l'école de théâtre, j'ai complètement coupé ma vie sociale parce que j'avais plus de temps. Mais si on parlait de Carlos Balbino dans la rue, les gens, soit ils me connaissaient, soit ils ne me connaissaient pas. Et c'était très souvent que les gens me connaissaient. Et ils se demandaient, il est où maintenant? Il fait du théâtre maintenant et tout ça. Donc, alors qu'à Paris, si tu parles de Carlos Balbino, c'est le même que Pat Kay, quoi. C'est un petit groupe qui connaît, ce n'est pas vraiment une communauté. Encore, c'est un réseau. Tu penses que Paris, c'est plus un truc one-shot, c'est ponctuel, le temps que ça dure un projet, par exemple? Alors que chez toi, à Cascais, ça se fait au fil du temps, quoi. C'est comme un marathon, quoi, si je puis dire. Il y a une continuité. À Paris, ça peut avoir une continuité aussi. Il faut juste s'entourer du bon groupe, le groupe qui cherche justement nos idéaux. Mais en trouvant ce groupe, on peut aussi faire une continuité, j'imagine, j'espère. Et c'est pour ça aussi que je suis toujours là. 新鲜，你好不好？毛毛兄弟，大好兄弟，哪里巴黎，哪里北京，哪都要乖乖去。中国法国朋友要为钱快递，我是你呢，但是好都不一样。
voulais aussi te poser une question par rapport au public, parce que tu as dû tester des publics différents. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le public des 3 capitales qu'on a citées, Lisbonne, évidemment, Londres et Paris maintenant? Pour répondre Ils pragmatiquement réagissent différemment, les gens? à cette question, je pourrais pas te répondre parce que ce n'est que maintenant que je commence ma vie en tant qu'artiste voilà, qui se lance comme ça. Donc j'ai passé par des publics dans les écoles, dans les conservatoires, j'ai vu des gens différents, mais c'est toujours des milieux familial, des milieux des amis ou des collègues d'école. Donc je pourrais pas répondre à cette question, mais sinon ce que j'ai vu, le rapport que les gens ils ont avec l'art, il est assez intéressant. Au Portugal par exemple, je crois que les gens ils sont vachement dans leur justement engagés politiquement. Je crois que une bonne pièce de théâtre, c'est une pièce qui peut être très ennuyante, ça arrive, hein, mais qu'au moins elle est très engagée au niveau de l'écriture. En Angleterre, c'est l'inverse. Des fois, on s'en fiche un peu de ce qu'on voit. Ça peut être assez superficiel, mais le spectacle il doit être spectaculaire. Il doit rendre une belle expérience aux gens. Et en France, on est un peu dans les deux, mais peut-être plus proche du théâtre portugais, plutôt proche du théâtre engagé, texte. Et peut-être moins spectaculaire, parce qu'on passe beaucoup de difficultés ici, mais c'est vrai qu'en Angleterre, tout le monde sait danser, tout le monde sait chanter, et c'est pour ça que des fois, on est sur un truc très sérieux, et le barman commence à chanter un truc, et du coup, toute la salle chante avec. On a évoqué le public et la société dans ces 3 capitales. Maintenant, le comédien, le rôle le statut d'artiste, tu sens qu'il est différent en fonction de ces 3 villes, ce statut que vous avez, vous deux? Oui, je crois qu'à Portugal, un comédien, c'est quelqu'un qui galère beaucoup. C'est quelqu'un qui fait du théâtre complètement à part. C'est un truc qu'on fait, on pourrait dire, c'est un hobby, c'est un loisir. Même si les gens ils le prennent assez sérieusement. Mais c'est vrai que les compagnies de théâtre, il y a pas mal de compagnies de théâtre qui commencent leur répétition à 21h. Ça fait 21h, 1h du matin, tous les jours. Puisque pendant la journée, ils font d'autres trucs, ils font des doublages, des traductions, des sous-titrages, dans des cours. En Angleterre, c'est un peu mieux, mais c'est quand même assez dur. Parce qu'en France, nous avons vraiment la chance d'avoir le statut d'intermittent de spectacle, ce qui nous permet de programmer ou d'organiser un peu notre vie par rapport à notre temps, à l'emploi du temps. Donc on peut se mettre dans un projet pour faire des cachets, n'est-ce pas, être payé à la prestation, pour accumuler des heures pour renouveler ce statut. Et les autres 6 mois, les autres 4 mois de l'année, on le dévote complètement, gratuitement à nos développements en tant qu'artistes, soit à faire nos projets à nous, soit collaborer avec d'autres projets non payés. Et c'est justement ce que je fais. J'ai un boulot alimentaire, comme je t'avais dit, je fais les goûters d'anniversaire, que maintenant je vais commencer à faire moi-même avec une autre vision. Et c'est cette opportunité justement de pouvoir recevoir un minimum au niveau de l'argent, un minimum mensuel qui me permet de programmer l'avenir. Alors qu'en Angleterre, pas encore. Et j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'amis qui sont retrouvés dans les restaurants et très vite ils deviennent des managers parce qu'ils deviennent bons dans ce qu'ils font. Et après, quand il y a une audition qui tombe, ils doivent faire un shift et ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un pour le remplacer. Et c'est comme ça qu'ils se détachent petit à petit. Ils se détachent du métier. Le statut d'intermittent, pour l'instant, te va bien, visiblement, parce que tu arrives à dégager du temps libre pour la création. J'arrive, ouais. C'est une aventure, c'est pas facile. Les salles de répétition sont payantes, on n'a pas de lieu fixe, on crée un spectacle, on ne sait pas où est-ce qu'on va jouer après. Donc, mis à part quelques aides de la mairie qui sont très limitées, à vrai dire. Même en créant une association, faire tout bien au niveau administratif, on n'a pas vraiment les portes ouvertes à ce monde
ce monde onirique, si tu veux. Oui, oui, oui. Donc, Peut-être que l'idéal serait de répéter, faire des résidences à Lisbonne, à Cascais ou ailleurs, et après venir ici tester les spectacles. C'est une belle question, Pour minimiser les coûts. Ouais, mais il faut amener tout le monde avec nous. Tu vois, il faut demander à 4-5 comédiens français de dire écoutez, on va au Portugal pendant 3 mois. Et de quoi ils vont vivre pendant les 3 mois? Est-ce qu'ils ont si c'est en été, c'est moins problématique. si tu vas sur la côte. Mais si tu vas en été, tu vas pas au théâtre, blague, tu restes à la plage. Oui, exactement. Non, mais c'est la belle question. Cette compagnie polonaise qui a formé mon professeur à Londres, Marcin, ils avaient construit un plan très bon que j'utilise un peu comme modèle. Ils ont décidé pendant 6 mois de travailler dans des boulots alimentaires. Donc lui notamment, il était dans les bateaux, il travaillait le travail physique, il touchait genre 3000 € par mois. Il faisait ça pendant 6 mois, et les autres 6 mois, ils se retrouvaient tous ensemble, 5, 6, 7 comédiens, et ils faisaient un laboratoire de création à la campagne où tout c'est moins cher. Voilà. Donc ça, c'est une belle façon de travailler. Pour trouver ça à Paris, avec le rythme de vie qu'on a ici, avec toutes les petites distractions, et surtout avec maintenant la course au cachet, c'est très difficile parce que très facilement il y a un comédien qui dit écoute, je vais faire une figuration, je peux pas venir à la répétition parce qu'il s'est payé. Bien sûr. Et du coup c'est compliqué un peu. C'est un peu le parallèle avec la musique et d'autres formes d'art. Além daquela janela, 2 olhos me estão matando. E além daquela janela, 2 olhos me estão matando. Matem-me devagarinho, que eu quero morrer cantando. Matem-me devagarinho, que eu quero morrer cantando. Carlos, j'aimerais qu'on évoque, pour finir, un projet qui réunit... alors c'est intéressant parce qu'on parlait, avec Anna, on parlait de la langue, le russe, des polyphonies. Et là, ça me permet d'enchaîner sur les polyphonies que l'on connaît, puisque maintenant c'est devenu patrimoine immatériel de l'UNESCO, un peu comme le fado, le canto alentejano, et ce projet original qui réunit le canto alentejano, donc le chant polyphonique de la région de l'Alentejo, dans le sud du Portugal, et la tourada, la corrida nationale, et notamment les touros de morte, quand on doit en finir à abattre le taureau sur l'arène. Parle-nous un petit peu de ce projet. Le théâtre portugais en France est très curieux parce que déjà c'est une chose qui n'existait pas en Angleterre. Il n'y a pas des comédiens portugais qui se mettent ensemble pour faire des spectacles. En France, il existe, mais je crois que l'exigence et les ambitions des gens qui se mettent ensemble pour parler de Portugal sont vachement affectées par ce qui est la vérité, ce qui se vit en Portugal en ce moment. On part très vite dans le comique, dans la parodie. Et les gens qui essayent de faire un portrait de Portugal sont des gens qui tombent un peu sur les besoins du public. Caricature aussi, peut-être. Oui. Et c'est assez dangereux parce que c'est difficile de trouver un bon milieu, parce que le théâtre, ça existe à partir de l'identification. Si tu veux faire une blague sur un arabe, il faut changer un peu sa voix, peut-être son discours, peut-être mettre un truc autour de la tête, et là tout de suite les gens ils s'identifient parce qu'ils connaissent cette image. Le Portugal, c'est vrai qu'on était comme mon père, que c'était un agriculteur qui est venu, c'est pas des gens vraiment c'est pas des gens qui sont cultivés, vraiment même au niveau de la langue portugaise. Des gens qui disent beaucoup des grosseries et des trucs comme ça, avec un cœur énorme, avec une grosse générosité, toujours en étant très honnête. Mais c'est vrai que culturellement, ça peut donner une image assez sensible de notre culture. Et c'est un choc, parce que les gens, justement, les Français, comme d'autres, qui vont à Lisbonne, ils trouvent une civilisation développée,
cultivée, intelligente, où tout le monde parle français et anglais. Et ce n'est pas ce qu'ils trouvent ici. Même si maintenant il y a une nouvelle exactement. immigration ou une nouvelle, voilà, Donc, les Portugais, d'autres gens qui arrivent avec d'autres statuts, d'autres conditions, Oui, des gens justement oui. diplômés. Mais pour revenir au Cantalunciano et à la Torah, qu'est-ce qui t'a vraiment suscité cet engouement? Mais c'est ça. C'est C'était le de fait. montrer ici aux Français une autre chose. C'est voulu de changer la perspective du Portugal à l'égard du public parisien. J'ai vu une courte vidéo, un petit teaser que tu avais montré il y a quelques jours à la Fondation Gulbenkian. A Pegged Car, Taking Ouais. the Face. Très bon commentaire. Et c'était ça m'a vraiment donné envie maintenant de voir le tout, parce que cet extrait me donnait vraiment envie. Et Je te le passerai si tu veux. ah bah écoute, avec grand plaisir, et que tout le monde découvre ici ce que c'est que cette activité de furcado, qui est quand même quelque chose d'unique, faire face au taureau avec son corps, et pas sur un cheval ou caché derrière des armures visiblement c'est le seul pays au monde qui développe ça. Et comment t'es venu voilà, tout simplement l'idée de parler de ces furcados, c'est quand même des figures atypiques. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce documentaire a été fait par deux étrangers. Je crois que c'est un anglais et un allemand, je suis pas sûr. Mais c'était fait avec un regard extérieur. Et pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, ils ont une vision pas affectée de la réalité. Donc en ce moment, ayant écrit un texte sur la Russie, l'architecte des rêves, on m'a demandé est-ce que je pourrais faire la même chose avec la même simplicité, avec la même honnêteté par rapport au texte, à la réalité portugaise. Et j'ai voulu choisir un thème assez moderne, les corridas, justement les corridas nationales, pour développer ça et montrer un peu ce qui se passe en ce moment au Portugal, qui est très ponctuel, mais aussi vachement attaché à l'histoire et à la culture. Justement, c'est vraiment si tu veux, c'est les résidus de notre dictature. Comment ça a été soutenu pendant des décennies, et là d'un coup tout le monde veut t'arrêter. C'est très très curieux de voir ça. Et je voulais justement mettre ça en débat, mettre ça sur scène dans un spectacle où on peut mélanger le spectacle du taureau. Qu'est-ce que cette personne qui se met face à une bête qu'elle regarde dans les yeux, parce que les bêtes pleurent, les bêtes font pipi. Et on voit ça à 5 mètres de nous, mais on a derrière nous une responsabilité de prendre ce taureau en main. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique, ils sont nombreux. Oui. Tu peux leur décrire un peu juste la scène? Bah oui, donc dans le royaume de Dona Maria la deuxième de Portugal, il y a eu un bourgeois qui est mort dans les corridas. Et pour éviter justement la folie du taureau, sa haine, on a décidé de terminer les corridas d'une façon pacifique. C'est-à-dire qu'ils ont interdit la mort du taureau sur l'aréna, et ils ont créé un groupe qu'ils appellent Furcados. C'est un groupe de gens qui se mettent en ligne devant le taureau. C'est vraiment la dernière phase de la corrida. Et l'interro investit vers la première personne, qui l'attrape par le cou face au taureau. Et tout le monde en arrière va encaisser l'impact pour calmer le taureau. Et le but, c'est de pouvoir calmer le taureau. Et là, ils lâchent le taureau, ils sortent. Donc si le taureau arrive à renverser la personne et toutes les autres, il faut refaire à nouveau. Et là, on voit vraiment une personne Taking the face, faire face au taureau. Qui fait face au taureau. Et du coup, il faut qu'il encaisser l'impact. Vaut mieux pour lui qui passe entre les cornes du taureau, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Là, souvent, on voit des dérapages. Il travaille un peu les pointes des cornes, justement, il les coupe avant pour éviter des désastres plus grands. Et des fois, ça arrive aussi. Et l'idée du Cantalunciano, donc des chants masculins, ça t'est venu comment de mélanger tout ça localement? Déjà, c'est assez logique, mais comment ça s'est fait après? J'aime bien le chant polyphonique et je vais y continuer. Parce que si je ne peux pas attraper quelqu'un par mon avis politique, peut-être au social plutôt, parce que je ne suis pas politique, je suis social, anthropologue même, je pourrais l'attraper par la sensibilité. Parce qu'il y a des choses
qu'on ne comprend pas par l'intellect. Ouais. Et la musique, c'en est une. C'en est une. C'en est une, merci, c'en est une. Non, merci à toi pour l'effort de le faire en français, ainsi qu'Anna, c'est très bien. Merci. Et du coup, en chantant du Cantalintijan, c'est d'ouvrir un chant qui a été mis de côté pendant des décennies, jusqu'à maintenant que tout le monde, surtout les étrangers, les Portugais immigrés, qu'ils adorent le Cantalintijan, maintenant qu'il est devenu patrimoine immatériel de l'UNESCO. Maintenant, on idolâtre quelque chose qui était vraiment mis de côté pendant des décennies. Donc, pour faire découvrir vraiment ce cant avec ses paroles en portugais, de la vie de ces agriculteurs, c'est aussi un chant qui vient de la même zone la plus rebelle de Alentejo. C'est cette zone où se passent les corridas. Donc tu as deux choses, tu as ce côté de chant nationaliste, et après tu as aussi les corridas qui essayent de défier directement la globalisation. Ils essayent de négliger de rejeter quelques idéaux des partis verts, des choses comme ça, en gardant la culture et la mort du taureau. Donc maintenant, après d'avoir interdit la mort du taureau, il y a un lieu. Il y a encore une municipalité, Barranco, c'est ça. Ils ont ouvert, à... justement parce que la loi, ils ont carrément fait de la pression, que la loi a changé, et selon certaines exceptions, on peut tuer le taureau, une chose qui n'existait pas pendant des années. Et là, on est à la frontière avec l'Espagne, donc du coup, il y a beaucoup d'intérêts commerciaux, évidemment. Il y a plein de choses. C'est un petit peuple, justement, qui ne se voit pas en tant que portugais. C'est un peuple qui se voit en tant que barranqueño. Et c'est très régionaliste, où on peut, peut-être ici la Corse, la Bretagne, le Pays Basque, où ils ne sentent pas portugais. Parce que c'est vrai que historiquement, ils ont été abusés, et vandalisés, et attaqués par les Portugais même, parce qu'ils avaient un accent bizarre. Le fait qu'ils étaient à côté d'Espagne, on pensait que c'était des Espagnols et on les a attaqués. Donc c'est un peuple qui a développé certaines résistances aux lois qui sortent du gouvernement, et qu'ils ont développé leurs lois à eux, et c'est très intéressant. Je crois que c'est un bon reflet de notre globalisation, de comment les petits peuples essaient de se défendre justement pour ne pas disparaître. Pour finir, Carlos et Anna, puisque le rêve a été le mot-clé le plus utilisé dans cet entretien, quels sont tes rêves et vos rêves les plus fous et vos projets maintenant ? Donc mes rêves les plus fous, ce serait de terminer par faire une opéra, diriger une opéra à l'opéra de Paris, soit à l'opéra de Paris, soit à l'opéra Bastille. Et oui, c'est vraiment le truc le plus fou. Après, pour le moment, on travaille sur le développement du chant polyphonique, sur la mise en scène. On vient de commencer notre carrière. Pour ce projet-là, des corridas, je veux faire un spectacle de théâtre déjà, le présenter au public français dans des petits théâtres où je peux trouver un public sympa, et confronter une réalité artistique, et aussi des questions sociales assez pertinentes. Voilà. Toi, Anna, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bon, je ne suis pas si ambitieuse que Carlos, étant toujours étudiante, donc j'ai réfléchi peut-être un peu moins sur ce que je veux faire dans le futur. Je pense que le rêve, la chose la plus importante pour moi, c'est de réussir, d'utiliser ma créativité dans la vie professionnelle. Je ne suis pas encore le professionnel, on a déjà des débuts de projets qui me passionnent, je voudrais vraiment m'investir là-dedans. C'est ça le rêve, de réussir, de pouvoir gagner ma vie avec quelque chose qui me plaise. De raconter des contes. Moi, je suis peut-être un peu, même plus de côté des rêves enfantins que du coup, les Carlos. Voilà, mais j'aime bien le côté des contes d'enfants, des contes de fées, les mondes magiques, les mondes fantastiques. Et si jamais je fais des projets, moi je suis passionnée par les marionnettes,
je veux faire des contes d'enfants avec les marionnettes, avec des décorations, voilà, fait par mes mains aussi, un peu voilà, magique. Wow, c'est ça à venir. Mais là, étant toujours étudiante, c'est un peu difficile. J'ai que des idées, donc je ne veux pas en parler trop pour l'instant. Oui, des fois, le meilleur reste à dire. En tout cas, mille merci à vous deux. Merci beaucoup Carlos à toi Obliga, de nous avoir merci. invités. Merci. Et à toi, Anna. Merci. Et tu peux nous dire merci en russe? Спасибо. Revenez-nous vite avec encore plein d'étoiles dans les yeux et beaucoup de projets et que tous ces beaux rêves voient le jour alors. Étoile dans les yeux, c'est beau ça. Merci beaucoup. Merci à vous deux, à très vite. Merci.